Cette maison, écrit et compté par Vadam. Il m'est arrivé quelque chose de tragique qui touche à l'horreur psychologique. Mais avant que je m'en rende compte, je pensais que c'était un cadeau venu du ciel. Il est fort possible que mon récit soit interrompu, incohérent. À l'heure où j'écris, mon état mental déplorable oscille entre un courroux noir et une tristesse abyssale. La tristesse est comme un gouffre, tandis que la colère est un brasier qui m'envoie dans les airs, non pas au paradis, mais en enfer. L'enfer n'a jamais été sous terre, mes amis. Il est dans les cœurs déchirés. Je me sers un café noir. C'est l'une des rares joies qu'il me reste. Si je pouvais, je me changerais en carré de sucre et je plongerais dans la tasse. Une cuillère magique viendrait remuer le tout pour bien me diluer. Ce serait comme tirer la chasse d'eau. Ce serait comme si je n'avais jamais existé. Je vais écrire comme un athlète. J'ai le bidon d'essence à mes pieds. Les allumettes sont prêtes. Chaque ligne que je vais écrire est un supplice. Mais commençons par le début. Je n'ai jamais été quelqu'un de ce monde. Ce qui ne m'empêchait pas d'avoir de l'humour, quelque chose à la Jim Carrey. Clownesque et un peu lourdeau, et pourtant caustique et satirique. Quelque chose que j'ai perfectionné. Si je n'avais pas fait rire les gens, je pense que je me serais déjà pendu. J'arrivais même à faire rire mon boss que je détestais. Mais je ne le déteste plus depuis. Toute ma haine est tournée vers cette maison. J'ai toujours pensé que ma naissance était une erreur, même si ma mère m'a toujours répété qu'elle m'a voulu ardemment. J'ai toujours su que j'étais d'ailleurs, que j'étais trop détaché des affaires de ce monde, que l'argent ne m'intéressait pas trop, que faire carrière c'était pour les autres, ceux qui dorment. Au début, je voulais juste être un homme bon. Mais je vous avoue que quand mon oncle Enrique est décédé et que j'ai lu dans son testament qu'il me laissait sa petite maison en bois, j'étais fou de joie. Et alors, je me suis senti de ce monde. Et alors, j'étais bien content d'être propriétaire et d'avoir mon chez-moi. Je ne pensais plus vraiment à être quelqu'un de bien ou quelqu'un tout court. Et j'étais d'autant plus content que mon oncle, que je n'avais pas vu depuis des années, car je suis bien mauvais en famille, me témoignait par cet héritage son amour. Maintenant que j'y pense, mon oncle a été comme un père jusqu'à mes 10 ans, jusqu'à ce que j'aille à la ville. Il avait toujours dit que j'étais doué en tout. Je n'y avais jamais donné grand crédit. Je pense simplement qu'il m'aimait. Mystère, pourquoi m'a-t-il donné cette maison qui cause mon malheur ? Savait-il que la maison était vivante ? Et ce n'est pas une figure de style, la maison est vivante, perfide, pernicieuse, elle rend fou quiconque essaye de l'habiter. Je suis donc là, avec ma petite valise. Je pose un regard timide sur la maison aux planches de bois noir. Ses fenêtres sont tordues, son toit ondule, mais elle me semble solide. Je me rappelle de ce que j'ai murmuré alors. Eh ben, qui aurait cru que j'aurais une maison à moi un jour ? Je lève les yeux au ciel, histoire de remercier, mais aussi de dire « Désolé d'avoir été si pessimiste ». J'avance doucement et j'ai une intuition. Il faut que j'enlève mes chaussures. Les oiseaux chantent ici et là, encore qu'ils sont loin. Il y a presque un silence de mort autour de la maison, ce qui ne me déplaît pas. J'ôte mes chaussures et je les laisse là, l'une contre l'autre dans l'herbe. Je vois de gros champignons pousser au pied d'un tronc, mais pas sur les autres. J'avance. J'aime le contact de la terre sous mes pieds. Elle est un peu sablonneuse en certains endroits. Il y a un tronc recouvert de mousse sur la gauche. J'en ferai sans doute un banc. Quand j'arrive sur le seuil, j'ai un pincement au cœur, que j'attribue sur le moment à l'émotion.
Mais maintenant, je sais que c'était une mise en garde. On sait quand ça ne va pas, mais on aime ne pas s'écouter. Je sors la clé de ma poche, et en voyant mon pantalon kaki, je suis pris d'écœurement. Il est plutôt propre, mais j'ai une soudaine envie de l'enlever. Alors je l'enlève, et me voilà en caleçon. Par réflexe, je regarde derrière moi, comme pour vérifier que je suis seul. Évidemment que je suis seul. Un chemin de terre mène jusqu'ici, et il est fort mauvais. J'ai garé ma petite auto à 2 ou 3 kilomètres, là où la terre est encore assez praticable. Je jette le pantalon dans un seau vide, posé près des bûches. Je ne sais pas bien pourquoi je fais ça. Ah, il fait déjà froid. Heureusement, mon oncle m'a laissé des bûches. J'insère la petite clé dans la porte. La serrure a été changée. Elle contraste avec le reste. Je déverrouille, la porte s'ouvre seule, sans grincer. Et là, quelle surprise! Tout est propre, rangé. Chaque chose semble avoir sa place. Je passe une tête pour mieux voir, mais je n'ose pas encore entrer. Le jour perce à travers les fenêtres. Je cherche l'interrupteur. Il n'y en a pas. D'ailleurs, je ne vois aucune lampe. Petite déception. Mais je vois des bougies posées sur la table en bois au milieu de la pièce et sur la cheminée à gauche, presque trop grande par rapport au reste de la pièce. Si je veux bosser de la maison, il va me falloir Internet. Si je veux charger mes appareils, il me faut de l'électricité. Dans tous les cas, il me faudra un stock de lampes torches et de piles. Ça peut être utile. D'ordinaire, ce genre de choses me stresse pas mal. Mais là, ça effleure mon esprit sans charge émotionnelle. J'ai pris 1 mois de congé au boulot. Je suis assureur et je déteste mon métier. Si je me fais virer, c'est parfait. J'idéalise la vie champêtre et je le sais. Mais je me dis que travailler à mon jardin, entretenir la maison et se lever le matin en sachant que tu vas produire ton pain, me motive assez. Je ne renie pas mon temps tout à fait. J'ai juste de grandes réserves sur notre époque. Vous comprenez ? Je trouve qu'à tout digitaliser, on perd le contact. L'IA est merveilleuse, mais c'est un piège à con. Le contact avec quoi, me direz-vous ? Eh bien, le contact avec tout simplement. Bientôt des zones de notre cerveau vont s'éteindre. Bientôt on finira par déléguer nos propres choix de vie à la machine. Et ce jour-là, il y aura des idiots qui viendront pleurer. « Monsieur juge, je voulais pas !» Personne ne me fera croire que nous sommes la grande espèce intelligente de cette planète. Pardon, je m'égare. Mon oncle a dû vivre ici jusqu'à sa mort, ou presque. Sinon, je ne m'explique pas une telle propreté. Aucune chance que les notaires fassent ce boulot. Je ne vois aucune toile d'araignée, pas de poussière, si ce n'est un peu à la faveur du léger rayon de soleil qui fend la pièce. Je me décide à entrer. Le sol en bois est robuste. Il ne grince même pas. Je vois une trappe près de l'évier. J'y vais, je soulève, mais je devine juste une échelle et ne vois qu'un trou noir. Je cherche mon smartphone dans mon sac à dos, j'active la lampe torche et là, je vois une petite cave. Il y a des bocaux et des caisses, quelques bouteilles de rouge. Je relève le regard, songeur. Mon oncle a donc un frigo et un garde-manger. C'est tout bonnement inespéré. Je me sens presque honteux en disant cela, comme s'il était encore là, à m'observer dans un coin. Je referme la trappe et j'ouvre le robinet. L'eau coule. Je mets ma main, l'eau est fraîche, je bois, elle est bonne. Petite victoire dans le cœur. Si vous avez de l'eau, alors tout est possible. Je sens un changement dans la lumière, mais c'est quand j'entends claquer que je sursaute et comprends.
La porte vient de se refermer toute seule. Comme elle ne grince pas, je n'ai pas bien vu venir. Je pose mes mains sur l'évier derrière moi. Je n'ose pas bouger. Mon cœur s'emballe. C'est rien. Juste un courant d'air. Mais il me faut encore quelques instants pour me mettre en mouvement. Je pose sur toute chose un regard de peur. J'ai toujours été du genre anxieux. Ça vient de la prime enfance et c'est un fardeau depuis. À côté de la cheminée, il y a une échelle en bois. Elle mène à une mezzanine, partiellement plongée dans l'obscurité. Je ne la quitte pas des yeux. Je m'attends à voir surgir une créature. Je secoue la tête et me dis que c'est sans doute là que je dormirai. Que c'est chez moi, désormais. Je fais un bon feu dans la cheminée. D'abord du papier journal, il y en a une pile juste à côté. Puis du petit bois blanc. Et quelques bûchettes derrière. Il y a aussi un allume-barbecue au cas où. Par la fenêtre, le crépuscule et cette lumière rose et orange. Comme si le ciel brûlait en cet endroit. Le feu prend tout de suite. J'allume une dizaine de bougies, ici et là. Je me sens bien. Mais voilà que l'anxiété revient plus fort, au milieu du torse et dans les tripes. Je lève la tête. C'est ce qui me chagrine, cette pièce là-haut, que je n'ai pas encore inspectée, mais qui ne peut être que la chambre. Je pose mon regard sur le fauteuil qui fait face à la cheminée. On doit s'endormir bien comme il faut là-dedans, mais de là à y passer la nuit. Ah, monte et va voir, me dis-je. Il y a peut-être un poêle à bois là-haut. Mon oncle a pensé à tout, on dirait. Je place la grille de protection devant la cheminée, puis je monte l'échelle en bois. Dans ma main droite, une bougie allumée, posée sur un repose-bougie plein de cire fondue. Arrivé en haut de l'échelle, je marque une pause et j'avance timidement ma bougie pour voir. J'ai ma tête et mon buste au-dessus du parquet, mais les pieds toujours sur l'échelle. La lumière de la cheminée se projette dans le sens opposé. À l'extérieur, on ne devine qu'une très fine ligne dorée qui auréole la cime des arbres. Je tends mon bras un peu plus, et là, je le vois, et me fige. Sauf mes jambes qui tremblent un peu. Je repose la bougie sur le parquet gonflé et me cramponne à 2 mains à l'échelle. Du coup, je ne vois que ses pieds. Il y a là, à 2 mètres sur ma gauche, adossé à un coffre, un pantin de bois. Ah, je sais, c'est ridicule. Mais sur le moment, de mauvais souvenirs d'enfance reviennent. Même un pantin inanimé est une présence que vous ne voulez guère dans ce genre de situation. Merci à l'auteur de romans infantiles qui m'a foutu la frousse avec son histoire de pantin. Je ricane, mais mal à l'aise, et me dis que ce n'est qu'un objet. Ça aurait été une poupée, je crois que c'eût été pire. Ah, je déteste ce genre d'objet. Même si ce sont des jouets. Mon cœur commence à cogner fort. Je me décide à monter totalement l'échelle. Me voilà sur le parquet à genoux. Comme pour se faire discret. Je reprends rapidement la bougie et la dirige ici et là. La flamme tremble, menace de s'éteindre, alors je m'immobilise. Ma main tremble un peu, ceci dit. Ah, je me sens comme un gosse de 6 ans qui a peur du noir et du monstre sous le lit. Le lit, parlons-en. Et il est là, sous le toit incliné. Mon oncle a fait un sommier en palette. Je devine de la paille qui déborde. Le matelas a l'air assez épais. Les draps sont mis, ça a l'air propre. J'avance jusqu'au lit, tout en dirigeant ma bougie de droite à gauche. Mais pas trop vite pour que la flamme résiste. Si elle devait s'éteindre, je me retrouverais dans le noir. Ah non, mieux vaut pas y penser. Ce genre de pensées, mes amis, sont dangereuses si vous les prenez au sérieux. Je pose une main sur le lit. Il est froid, humide.
Ça me rentre dans les os. Mais quelque chose attire mon attention. Une pièce métallique à un bon mètre du lit. Je m'approche et une joie me gagne. C'est fou l'esprit humain. Je crois que nous ne sommes pas bien conscients du pouvoir que nous avons. Nous pouvons créer notre paradis, comme notre enfer, par la seule force qui vit en nous. Alors appelez ça esprit ou comme vous voudrez. Toujours est-il qu'il y a un poêle à bois juste là, et que ça veut dire que je vais dormir au chaud. Ah, je suis tellement excité et content que j'oublie totalement le pantin. Je laisse la bougie sur la petite boîte en bois qui sert de table de chevet. Il y a un livre posé dessus. Je ne lis pas le titre, mais je le laisse sur le lit, puis pose la bougie à sa place. Je me rappelle avoir parlé tout haut, quelque chose comme « Ah, mon oncle, tu as décidément pensé à tout. Et pour l'électricité, ma foi, je crois que je m'en passerai. Pas d'électricité, pas d'IA, pas d'email, pas plein de choses chiantes et aliénantes. » Je redescends l'échelle, je vais là où le bois est entreposé. Le toit protège le bois de la pluie. Je pense qu'avec ce stock, j'en ai pour quelques mois, encore qu'il me faudra du petit bois pour démarrer le feu. Sans doute du journal que j'irai chercher à la ville. Oh, je n'aime pas les nouvelles du monde, mais j'ai pris l'habitude de lire le journal le matin, avec le café. Et puis, il y a quelques infos qui m'intéressent parfois, surtout si ça a à voir avec la littérature ou le cinéma. Ah, j'adore le cinéma. De toute manière, je ne retiens pas grand-chose. Je lis, mais ça s'évapore vite. Je pose 3 bûches les unes sur les autres. Une pointe de douleur dans le bas du dos, mais ça va. Je vais pour rentrer quand je vois une lumière au loin. Je plisse les yeux. Il fait pratiquement nuit désormais. C'est une flamme bleue qui flotte, un peu verte. Je reste un moment à regarder. Je pense d'abord à un feu follet. Et qui dit feu follet, dit décomposition de matière organique. Il n'y a pas de marais par ici, pas que je sache. Je chasse l'idée d'un cimetière à quelques pas de chez moi et je rentre. Un vent froid se glisse sous ma chemise. J'irai voir demain. Je mets les bûches dans un grand panier. J'ajoute du journal, un peu d'allume barbecue et tout ce dont j'ai besoin. Me voilà de retour en haut. Je mets tout dans le poêle à bois qui a été nettoyé. Ce qui m'intrigue. Comme si mon oncle savait qu'il allait mourir et qu'il avait préparé la maison pour le suivant. Mais je ne vais pas me plaindre. Je gratte une allumette et ça part sans effort. Je ne sais pas si c'est un reste de souvenirs préhistoriques, quand nous vivions dans les cavernes, mais la vue du feu qui démarre, c'est une des plus grandes joies que j'ai connues. Avec le café, je crois que c'est tout ce dont j'ai besoin. Bien sûr, j'aurais aimé avoir une compagne avec qui partager mes nuits. Et j'avais souvent ce genre de rêve érotique, mais c'est déjà bien. Partager son quotidien avec quelqu'un, ce doit être éreintant. Oh, je suppose que ça doit bien se passer pour que ça marche. Mais c'est quand même une double tarification émotionnelle. Vous avez vos soucis dans la tête, et vous avez aussi ceux de l'autre. L'homme est un animal social, aucun doute là-dessus, ne serait-ce que pour la survie. Mais c'est aussi un animal solitaire. Je pense qu'un couple devrait vivre dans 2 maisons, jamais une. Une pour toi et une pour moi. Mais je dis ça, je devrais peut-être me trouver d'abord quelqu'un. Ça, je vais en parler. De la fille. Je reste un moment, le regard vide. La cheminée fonctionne en bas. Le poêle à bois aussi, en haut. Tout va bien. Et soudain, une inquiétude me gagne. Je n'ai pas fermé la porte à clé. Mais je suis harassé. J'ai qu'une envie, c'est de me mettre au lit. Et je reste dans cet état de tension. Je détourne le regard et je croise le pantin.
Je fronce les sourcils, mon cœur s'emballe. Je crois que sa tête a bougé. Quand j'étais sur l'échelle, il regardait dans ma direction. Et maintenant que je suis dans le lit, il regarde toujours dans ma direction. Je déglutis, le regarde avec méfiance. J'observe furtivement, ici et là. Mais je reviens très vite à lui. Le doute, c'est la pire ou la meilleure chose qui puisse vous arriver. La meilleure si vous mettez en doute la parole d'autrui. Car prendre au pied de la lettre tout ce que les gens disent vous conduit droit en enfer. Mais là, je ne sais pas s'il faut que je doute de moi ou non. Je suis sûr que le pantin ne regardait pas dans cette direction. Et en même temps, j'aimerais me dire que j'ai du mal voir, que je suis fatigué après tout. Je secoue la tête et je vais vers lui. Je ne distingue pas bien ses traits. J'avance une main pour le saisir. J'hésite. Puis je le touche. Le bois est froid. Il ne réagit pas. Oh, Dieu soit loué! Je le prends par une jambe et le soulève, à bout de bras. Il me fait moins peur, mais il me dégoûte, et ça devient viscéral. Et une cruauté me vient. Je lui dis ces mots impossibles à oublier. La cheminée ou le poêle à bois. La cheminée ou le poêle à bois. Il ne dit rien. Et je vote pour le poêle à bois. Je vais près du lit, m'assois. L'ouverture du poêle est trop étroite. Je dois le mettre en morceaux. Je commence par la jambe droite. Je la détache, pac, d'un coup sec. Puis l'autre jambe. Et les bras. Je mets les membres un à un dans le poêle. Ça chauffe fort. Puis je m'apprête à mettre le torse et la tête quand une expression d'horreur me saisit. Je vois bien son visage désormais. Ah! Quel artisan sculpte ce genre de pantin. Pas pour les enfants, c'est sûr. J'hésite. Je n'aurais peut-être pas dû. C'était sans doute un objet important pour mon oncle, mais trop tard. Les jambes et les bras brûlent déjà. Je secoue un peu la tête et sépare la tête du buste. Je les jette à l'intérieur, puis referme avec la tige en métal. Si par mégarde vous touchez le métal brûlant, vous y restez collé. Je me rassois sur le lit. Peut-être que le pantin a été maudit. Et qu'en le brûlant, j'ai causé ma perte. J'ai si chaud que j'ôte un ou deux boutons de ma chemise et je reste là, les mains jointes. Le bois craque, le vent souffle assez fort dehors. Je sens que la fatigue me gagne. Mais j'avoue que le pantin me hante. Je me réveille au milieu de la nuit. Je pose une main sur ma poitrine, j'ai une lourdeur. Mais pas seulement là, dans la tête aussi. Je veux prendre mon smartphone pour vérifier l'heure, mais l'immonde image me vient. La petite tête de bois, son sourire qui ne dit rien, ses grands yeux peints en blanc avec son fard à paupières vert, cette sensation qu'il est malsain, maléfique même. Je parle bien sûr du pantin, assis à sa place, non loin de l'échelle. Je commence à avoir si peur que j'hésite à me mettre debout pour vérifier. Je vois un peu, car le poêle à bois, brûle encore et envoie une lueur dans la pièce. Dehors, le vent fait craquer le bois de la façade. Par une fenêtre, je perçois des cimes d'arbres à la faveur d'un rayon de lune. Je tends mon bras et me saisis du téléphone. Il est 3 heures du matin. J'ai encore de la batterie. Une barre de signal. J'active la lampe torche et la dirige vers le coin droit de la pièce. Il n'est pas là. Bien sûr qu'il n'est pas là, puisque je l'ai brûlé. Ce n'était qu'un mauvais rêve. Le genre d'image qui vous vient quand vous êtes encore à demi endormi. Et pour certains fous, le genre d'hallucination quasi permanente. Je sens mon corps se relâcher. J'ai presque envie d'en rire, mais le cœur n'y est pas. J'ai la sotte idée que si ce pantin est maudit, je viens de m'attirer des ennuis. À moins que ce ne soit l'inverse, puisqu'il est réduit en cendres. J'y connais rien en démonologie. Ce que je sais,
c'est que je n'ai pas fermé l'œil du reste de la nuit. 1 heure plus tard environ, je me lève, las de tourner dans mon lit. De toute manière, le poêle est beaucoup trop chaud. Je me rhabille à la va-vite, je redescends l'échelle. Il y a encore quelques braises vives dans la cheminée. Pour le coup, il fait beaucoup plus frais en bas. J'ouvre ma petite valise tenue par une sangle, j'en sors un pull rouge et l'enfile. Direction la cuisine, la théière dans laquelle je verse de l'eau et que je pose sur les braises pour faire chauffer. Mais l'infusion n'y change rien, impossible de se rendormir. J'ai la désagréable sensation que quelque chose se loge dans ma poitrine. L'anxiété, me direz-vous. Une pensée intrusive me vient. Et si cette maison était hantée? Et si moi aussi j'étais en passe d'être possédé? Et si mon oncle l'avait été avant moi? J'allume 3 autres bougies. Il fait trop sombre. Puis je m'adosse dans le fauteuil qui fait face à la cheminée. Le cuir marron est craquelé. Il y a quelques années, mes amis, j'ai vu un documentaire sur un cas d'exorcisme. Un jeune de 13 ans possédé par un démon après une partie de Ouija. Le prêtre, qui l'a libéré, a dû combattre le démon pendant des mois, parfois au péril de sa propre vie. Voir une tête tourner à 360 degrés sans se rompre est une chose. Recevoir les lacérations de Satan aussi. Mais ce qui m'avait le plus marqué dans ce docu, c'est cette sensation dans la poitrine et les tripes. Cette survigilance et ce regard inquiet porté sur toute chose. C'est ce que je ressens en cet instant. Je regarde chaque chose avec la peur qu'elle soit vivante, que toute la maison soit vivante, que je suis dans sa gueule et qu'elle va se refermer d'un coup. Tous les objets sont suspects, à commencer par cette petite boîte ronde et beige posée près de la cheminée. Je respire fort par les narines. Ma poitrine se lève sous l'effet du stress. Je fronce les sourcils, grimace. Je ne veux pas m'en approcher, et pourtant, je dois savoir ce qu'il y a dedans. Ah, arrête tes conneries, me dis-je. Vas-y, ouvre et vois. Je redresse le buste. Ma poitrine me fait un mal de chien. Si ça continue, je vais consulter un médecin. Je me lève et m'approche doucement de cette boîte ronde. Je m'attends à y trouver un chapeau. Mais pourquoi avoir mis la boîte près de la cheminée? C'est peut-être du papier journal pour le bois. Mais la pile de journal est là, sur la droite, non, il faut que j'ouvre. Je veux d'abord la soulever pour voir si ça pèse, mais je me ravise. Je me mets à genoux, et avec le pouce et l'index, je soulève le couvercle. Il est bien encastré, alors je dois m'y prendre à 2 fois. Je soulève un peu, puis j'ouvre complètement et m'approche pour mieux voir. Et là, le sang quitte mes veines. Je peux sentir la pâleur de mon visage un bref instant, puis je recule et me blottis contre le fauteuil. Mon cœur s'emballe. Il est dedans. Le pantin est là, dans la boîte. Je tourne de l'œil, puis m'évanouis. Quand je reviens à moi, le petit jour perce tout juste à travers les vitres. L'anxiété me soulève. Je perds presque l'équilibre, mais je me rue vers la porte. Je l'ouvre si fort que toute la cuisine en tremble. Et me voilà pieds nus dans l'herbe humide. Je ne prends pas le temps de me chausser, je cours déjà dans la petite clairière. Ça sent la mousse humide. J'entends des oiseaux s'envoler d'un fourré. J'ai envie de crier, et c'est ce que je fais. Sans doute étais-je l'être le plus terrifiant des alentours. Avoir peur ou faire peur, quelle différence ici? Et me voilà entre les conifères et les arbres dont j'ignore tout, à marcher vite, trébucher, courir à nouveau. Tout ça pour laisser derrière moi le pantin. Cet état de panique était-il justifié? Je ne sais pas. Mais je m'enfonce une grosse écharde qui fait gicler le sang. Je m'écroule, prends mon pied pour l'ôter au plus vite, vois le bois mort responsable de ma déroute. J'ôte l'essentiel du bout de bois, je regarde haletant les arbres. Je distingue tout juste la clairière et la maison au loin. Je suis déjà loin, mais pas assez. Je veux poursuivre, mais un zeste de raison m'en empêche.
Depuis quand un pantin vous prend-il en chasse? Non mais franchement. Je me relève maladroitement, me plaque contre le tronc d'un arbre. Je sens l'odeur de son écorce et ça me fait du bien. Je jette un regard inquiet vers la maison. La forêt est calme. Ah, c'est le matin. Je me souviens avoir pensé qu'à cette heure-là, normalement, c'est café et toast au miel. Je réfléchis encore. Puis j'ai la bonne idée d'arrêter de penser. Quand le mental est dans cet état, ce n'est qu'une roue libre. Vous êtes comme un hamster sur sa roue. Ma respiration revient à peu près à la normale. Je ne vois aucun danger. Pourtant, je me saisis d'un bout de bois, précisément celui qui m'a entaillé le pied. Je vais aller vérifier. Peut-être que j'ai mal vu hier, à cause du mauvais éclairage. Peut-être que c'était un autre pantin ou une poupée. Peut-être même que je devrais me détendre puisque mon oncle, du peu que je sache de lui, collectionnait les artefacts, dont les pantins et ce genre de petits personnages. C'est juste que j'avais complètement oublié ce détail. Ce n'est donc pas étonnant qu'il y en ait plusieurs dans la maison, n'est-ce pas? Peut-être qu'il faut simplement que je les brûle tous. De toute manière, mon oncle n'est plus là pour en profiter. Et très sincèrement, je trouve ces objets de mauvais goût. Si vous avez une poupée chez vous et qu'aucun enfant en bas âge ne justifie cet achat, alors je vous le dis avec courtoisie, ne m'invitez pas chez vous. C'est tout. J'avance vers la maison. Je sens le stress reprendre le dessus, mais j'ai assez de courage pour poursuivre. Je vais rentrer dans cette maison, ma maison, et je vais constater qu'il n'y a dans la boîte qu'un autre pantin. Et que quand bien même ce serait la copie conforme du premier que j'ai brûlé, ça ne peut pas être le même. Dans le cas contraire, je suis perdu, ou fou, ou les deux. Je reste un moment au bord de la clairière, comme pour m'assurer qu'aucun pantin maléfique ne va me tendre une embuscade. J'avance, puis je reste devant la porte un moment. Je regarde derrière moi, n'ose pas entrer. Je regarde sur le toit, entre les arbres. J'en ai presque le tournis. Finalement, je passe la tête et vois la boîte ouverte à sa place. Depuis la porte, je ne peux pas voir dedans. Je sens que mon cœur va lâcher si je vois le pantin. Je déglutis, encore, puis je fais un pas à l'intérieur. Le bois craque, je me fige. Je reste là comme un imbécile. À écrire ces lignes, je sais combien c'est stupide, mais croyez-moi, la suite prouve que je fais bien de m'inquiéter. Je prends une bonne bouffée et je vais vers la boîte, à pas feutrer. Et là, mon regard flanche, sans pour autant perdre de vue la boîte. Il n'y a rien dans la boîte. Enfin si, des photos. Mais il n'y a aucun pantin. Rien qui ressemble de près ou de loin. Je pose mon bras gauche sur mon ventre et porte ma main droite à ma bouche. Je commence à trembler. J'ai donc halluciné hier. Pas de pantin dans la boîte. Et si je n'ai pas halluciné, c'est plus grave encore. Ça veut dire qu'il a bougé. Qu'il est revenu des cendres pour apparaître dans la boîte avant de disparaître à nouveau. Ah, je sens que je vais vomir. Je vais à la cuisine, j'ouvre le robinet pour boire, mais l'eau ne coule pas. Je referme, rouvre à nouveau, à fond. Aucune goutte. Oh, cette fois, c'en est trop. Je me retourne. J'ai les jambes si faibles que j'ai peur qu'elles me lâchent. Alors je me cramponne à l'évier. Je me souviens avoir tenté de me raisonner. Un truc du genre, bon, tu vas prendre ton manteau et tes chaussures, tu vas à la voiture et tu vas au bar du village prendre un bon café. Tu réfléchiras plus tard. Et c'est ce que j'ai fait. Quand j'arrive à ma voiture, une Peugeot Mentalo, je me dis 3 choses en un éclair. 1. La couleur de cette voiture est une anomalie universelle. 2. Le feu follet. J'ai oublié d'aller voir le feu follet, dont la couleur a un peu à voir avec celle de ma voiture. 3. Pourvu que ma moche caisse démarre.
Je fouille dans ma poche de manteau droite, pas de clé. Je suis à fleur de peau. Oh mon Dieu, faites qu'elle ne soit pas à la maison. Sur la commode de l'entrée, par exemple. Je fouille la poche gauche, en vain. Merde, c'est pas vrai. Je deviens fou. Mais en tâtant mon torse, je sens quelque chose. Je plonge ma main dans ma poche intérieure. Elle y est. Bien sûr, c'est mieux dans la poche intérieure que dans les poches extérieures, ne croyez-vous pas ? Je tremble, peine à mettre la clé dans la serrure, finis par déverrouiller. Je regarde derrière moi et dans toutes les directions, même dans les arbres. Un arbre en particulier me pose problème, à cause du visage qu'on devine dans l'écorce. Oh, l'esprit humain peut voir des visages dans les nuages et un peu partout. Mais ce visage tordu paraît crier sa douleur en silence. Je détourne la tête. Je m'installe à bord. Je sens que mon cœur va lâcher si ça démarre pas. Mais non seulement ça démarre, mais la radio s'enclenche. Et là, quelque chose d'étonnant. Boogie Chillen No. 2. Le rythme et la couleur du morceau sont si déconnectés de la situation que ça me sort de mon mauvais rêve. Je veux éteindre, tends la main, mais mes doigts renoncent. Je regarde derrière moi à travers la vitre arrière, et la musique continue, comme un train en marche. Le solo d'harmonica est au moins aussi génial qu'une mélodie de Mozart. Je ne peux pas éteindre, et là, j'ai un sursaut d'âme. Je t'emmerde! Va te faire foutre! Va te faire mettre! Au diable! Au diable! Est-ce que je m'adresse à la peur? Au pantin? À l'arbre au visage tordu? À la vie en général? À moi-même et un peu à tout ça à la fois? Je passe la première, puis la deuxième, je roule un peu trop vite. La voiture fait des petits bonds, mais je tiens la bonne attitude. Je sens l'angoisse qui veut percer, mais je l'emmerde elle aussi. Le solo d'harmonica commence. Plus rien ne m'arrête. Si je dois devenir fou, que ce soit dans un dernier acte héroïque. Je ne sais pas ce qu'il y a d'héroïque à fuir pour aller au bar, mais c'est une action. J'arrive au croisement de la route de terre et de la départementale. Je dérape et ne regarde même pas si ça arrive sur ma droite. J'arrive trop vite. La forêt est toujours sur ma gauche, dense. C'est peut-être elle qui est hantée. Le pantin et la maison par extension. Je jette un regard furtif sur la gauche, puis dans le rétroviseur central. Oh merde, un gyrophare bleu. La sirène. Oh, manquait plus que ça. La voiture de police accélère, me fait un appel de phare pour si j'avais pas saisi. Je lève les yeux au ciel, je contracte la mâchoire et frappe sur le volant. Clignotant, puis je ralentis et me mets sur le côté. J'ouvre ma fenêtre, j'attends en tapotant sur mon volant. Le type sort, il a cette démarche qui m'énerve. Une sorte de suffisance ridicule dans le pas. Il se penche à mon niveau et dit « Bonjour monsieur, vous êtes sorti bien vite du sentier. » « Bonjour, oui, je suis, comment dire, j'ai eu une attaque de panique. Je suis désolé. » Il fronce les sourcils, essaye de lire dans mes yeux. Je crois qu'il voit que je dis la vérité. Coupez le moteur, s'il vous plaît. J'hésite, mais j'obéis. Vous avez les papiers du véhicule ? Oui, vous les voulez ? Non, pas la peine. Vous avez votre permis aussi ? Oui, il est dans mon portefeuille. Je fouille dans ma poche sans attendre son commandement et en sors le document. Je lui tends pour montrer ma bonne conduite et expédier l'affaire. Il prend le permis, regarde la photo. Vous êtes de la famille de Jean ? Jean ? Oui, mon oncle Jean. Il m'a légué la maison. Je viens d'arriver. Pourquoi ? Il me tend le permis. Sa lenteur me rend nerveux. Vous avez l'air tendu, monsieur. Vous vous sentez en danger ? Là, j'ai un temps d'arrêt. Je regarde devant moi la route. Au loin, le village. J'ai presque envie de lâcher une larme.
Monsieur, je peux vous laisser repartir avec un simple avertissement verbal, mais j'ai besoin de vous entendre dire que tout va bien. Ça va, ça va. Vous savez ce que c'est passer de la ville à la campagne comme ça, enfin même à la forêt, c'est du changement. J'ai un rire nerveux et disproportionné. Le genre de rire qu'un geek prépubère pourrait produire. Le policier plisse toujours les yeux. Mais il voit que je suis un type normal dans une voiture mentalo. D'accord. Roulez prudemment, monsieur. Je m'apprête à tourner la clé quand il ajoute ces mots qui résonnent encore. Si vous voyez quelque chose de louche là-bas, n'attendez pas. Venez me voir au poste. Je reste figé, le regard vide. Il me tape sur l'épaule, je lui souris niaisement. Il retourne à son véhicule. Mon oncle a-t-il eu des ennuis par le passé ? L'agent a forcément dit ça parce qu'il y a un historique. Mais je n'ai jamais eu vent de rien. Mon oncle était un solitaire. Tous les solitaires passent pour des fous ou des sages, ce qui revient au même. Louche, me dis-je. Oh, il a prononcé le mot, le con. Le policier passe dans son auto. Il a mis ses lunettes de soleil alors qu'il fait moche. Il me sourit et je le vois s'éloigner. Normalement, je me dirais qu'il est sympa. Mais la paranoïa est en passe de s'emparer de mon esprit. Ah, vite, il me faut un café. Quand j'arrive au bar, je fais claquer la porte. Les 3 types attablés sursautent un peu et me dévisagent. Silence gênant. Je souris sans savoir pourquoi. Vous savez, comme Johnny Depp dans un bon nombre de ses rôles. Je vais d'un pas décidé vers le comptoir et dis sans même regarder le serveur « Un café noir, s'il vous plaît. » « Bonjour, monsieur. » Une voix grave mais féminine me dit « C'est madame. » Je relève la tête. Affirmatif, la femme n'a pas de moustache. En plus, elle me tape dans l'œil. Sans doute mon esprit qui veut se raccrocher à quelque chose, que quelqu'un me sauve. Elle me sourit, amusée. Elle va vers la machine, claque le truc pour enlever le marc de café. Si elle fait ça sur la tête de quelqu'un, elle le tue à tous les coups. Elle a de la force, plus que moi. Je la regarde. Les 3 types reprennent leur conversation, mais je sens qu'ils me regardent en oblique. L'un dit que le Real Madrid dépend trop d'Mbappé, que le Barça, ça, c'est une vraie équipe. Je les envie un peu. Moi, j'aimais le football. Même si je suis quelqu'un de spirituel, j'adore m'empêtrer dans ce jeu. Je connaissais beaucoup de choses inutiles sur les joueurs. Je connaissais surtout les clubs où ils étaient passés, parfois les montants. Maintenant, je suis dans un autre univers. Je suis encore là, mais pas vraiment. Elle pose le café devant moi avec délicatesse, me sourit encore. Je sais que je lui plais. Je suis différent parce que je suis un weirdo. Les gens d'ici ont des codes de virilité obsolètes. Ils veulent trop la sauter. Même une femme de village aime pas trop ça. Désolé de faire dans le cliché, je sais qu'il existe des villages hipsters de digital nomads, bouffeurs de tofu, et je trouve ça très bien, la communication non violente et croire que nous ne faisons qu'un et tout ça, mais bien sûr. D'ailleurs, je suis plus proche de ces gens-là. Mais là, c'était comme je le décris. Et j'ai un pantin qui me joue des tours à la maison, donc pardonnez-moi si ça part dans tous les sens. Tous les sens, mais tout va prendre l'essence, très bientôt. Ça, c'était pour le jeu de mots. Revenons-en à la fille, que tous les gars du village ont essayé de sauter, donc. Alors, vous comprenez que moi, le loser qui débarque et qui lui tape dans l'œil, je m'attire pas des amis. Je bois une gorgée de café. Je me sens déjà beaucoup mieux. J'ai envie de lui parler, mais elle est occupée. Je prends le journal qui est là, et le stylo bic, non loin. J'écris mon numéro au bord de la première page. Avec cette question, on prend une bière ? Je finis mon café, laisse un billet de 5 et m'en vais sans rien dire.
Oh, j'ai honte. Mais j'ai aussi envie d'elle. Ça fait si longtemps que je n'ai pas senti ça. Pardonnez-moi. Je me fais peut-être des films avec cette fille, mais un gars comme moi, aussi weirdo soit-il, peut avoir de la lucidité. Encore que je ne suis pas au mieux de ma forme, je vous l'accorde. J'aimerais dire que je ne réduis pas cette fille à un coup d'un soir. Qu'elle m'a vraiment tapé dans l'œil. J'aimerais aussi dire qu'il est possible qu'elle ne veuille rien de moi, qu'elle a simplement fait preuve de sympathie, comme l'exige son métier. C'est l'avantage de laisser son numéro. Si on vous rappelle, c'est qu'il y a réciprocité dans l'intérêt. Sinon, c'est que non. Sauf que je n'ai pas d'électricité et que mon portable est sans batterie. Nous vivons à une époque où la technologie n'a pas d'endurance, du moins pour nous civils. Je suppose que pour les militaires, c'est beaucoup mieux. Bref, pas moyen de savoir si elle m'a appelé. Et puis, elle a peut-être jeté le journal sans faire attention au numéro. Ou un client. Peut-être que l'un des gars a retiré le coin avec le numéro. En fait, j'aimerais dire ici qu'au-delà de la maladie de trop penser et de devenir parano, la vie est d'une incroyable diversité. Donc bien des fois, ce que vous percevez comme vrai est totalement faux. Ou du moins une possibilité parmi une infinie de possibilités, tout aussi valables. Je suis donc là, le regard vide, à penser à tout et rien. Le feu follet est là, à quelques pas. Il brûle encore. La nuit commence à tomber, et c'est pour ça que je peux le voir. En plein jour, je n'avais pas réussi, même à la faveur de l'ombre que projettent les grands arbres. D'ailleurs, le feu follet ne dure jamais très longtemps. Sa lumière est aléatoire, imprévisible. J'hésite à aller chercher ma pelle. J'ai envie de creuser et de voir ce qu'il y a là-dessous. Mais mon envie n'est pas assez forte pour que je le fasse à main nue. Faut dire ici que tout commence à prendre une tournure macabre. Un mec chelou, dans une maison glauque et hantée. Une fille qui va peut-être répondre à son appel. Un feu follet, de la décomposition donc. Ça sent pas bon, les amis. Vient un moment où j'ai trop besoin de savoir. Alors je vais vers le feu follet. Il est bleu avec des reflets verts. C'est beau, mais ça cache quelque chose de moins beau. Et là, quand je me mets à genoux pour creuser, j'entends « Vous laissez votre numéro, mais vous répondez pas aux appels ?» Je redresse le buste, les yeux écarquillés. Je ne me retourne pas tout de suite. Est-ce possible? C'est elle? Elle est venue. Pas apeurée pour dessous. Si j'étais une fille, et même en étant un mec, je ne sais pas si je serais venu jusqu'à la maison d'un inconnu, cette maison étant au fond des bois. Je pivote un peu, pose une main sur l'un de mes genoux et m'empresse de répondre. Je suis désolé, j'ai oublié ce petit détail que je n'ai pas d'électricité, donc plus de batterie. J'allais venir vous voir. Elle sourit, jette un œil en arrière. C'est là que vous vivez, chez votre oncle? Oui, comment vous savez ça? Oh, tout se sait, c'est Raymond qui me l'a dit. Raymond, c'est le flic? Oui. Il est sympa, mais il aime faire son métier correctement. Il a dû vous avoir à la bonne, d'ailleurs. Pour pas vous coller une amende. Ah, oui, c'est bon de le savoir. Je peux vous offrir un café ou une bière. Je crois que j'ai quelques bières, oui. Voilà à peu près, mot pour mot, ce qu'on s'est dit. Je vais tâcher de reproduire la suite de mémoire, mais ma mémoire est un peu malmenée pour des raisons que vous comprenez et que vous allez comprendre. Je me relève et je suis pris d'un doute. Et je ne sais pas pourquoi. Je déclare vous et moi, c'est comment dire, moi je vous aime bien et je suppose que c'est pareil pour vous. Sinon vous ne seriez pas venu jusqu'ici, n'est-ce pas? Elle sourit, puis elle rit et met sa main devant sa bouche. Oui, c'est ça. Elle rougit un peu. Vous aviez besoin de mettre les choses au clair. Si ça vous va, on se tutoie. Oui, bonne idée. Et pardon, je suis un peu perturbé par le déménagement. J'ai mal dormi. Je crois que c'est à cause de... Je ne termine pas ma phrase.
Mais elle a encore le bon mot et termine pour moi. C'est à cause de la maison. Je la regarde intensément. Que ça fait du bien. Quelqu'un qui vous comprend et ne vous juge pas. Tu y crois, lui dis-je, aux maisons hantées. Elle réfléchit, tourne un peu son visage de sorte que je vois la ligne de sa mâchoire et de son cou. Je sens une pulsion dans le bas-ventre. Croyez bien que très peu de gens me font cet effet. Je suis plutôt né avec 1/10 de libido et je suis gentil. Je crois qu'une fougère a plus de libido que moi. Ajoutez à cela ma timidité, parfois maladive, et vous comprenez que je n'approche la jante féminine qu'une fois tous les 10 ou 15 ans. Laisser mon numéro dans le coin d'un journal était donc un miracle, un acte de Dieu ou du diable. Je ne sais pas, dit-elle. Je demande à voir, mais je crois que les gens peuvent devenir fous, et que ça peut leur faire voir n'importe quoi, absolument n'importe quoi. Quand elle dit ça, j'ai un rictus. Je baisse la tête et me dirige vers la maison. Je fais un geste de la main pour l'inviter à me suivre. Je sais qu'il faut que je dise quelque chose, parce que ça fait bizarre, là. Mais je ne dis rien. Alors, elle meuble. Si t'as trop peur de la maison, tu peux toujours venir chez moi un temps. C'est pas très grand, mais si ça peut t'aider. Je la remercie. J'ai honte. Elle doit me voir bien mal pour proposer ça. Je redresse le buste. La tête haute, ça aide toujours. Si un jour vous êtes plongé dans les ténèbres, essayez. Relevez la tête bien haut, forcez-vous. Comme si vous étiez Napoléon. Comme si rien ne pouvait vous atteindre. Comme si vous lanciez un défi au malheur. Essayez. On rentre. Je ne veux pas y aller, mais j'ai une invitée. Je veux pas te déranger avec mes histoires à dormir debout, dis-je. Je te fais un café. Installe-toi dans le fauteuil, je vais allumer un feu, je dois avoir encore quelques cookies. Je les ai achetés à une vieille boulangère qui les fait elle-même. Ils sont divins. Je regarde par la fenêtre, il fait presque nuit désormais. Elle a dû venir après son service. De nuit presque. Elle n'a pas l'air d'avoir peur. Et moi je suis là, petite créature apeurée et pathétique. J'ai peur depuis si longtemps que je ne sais même plus pourquoi. De cette maison, certes, mais la peur était là avant. La maison n'a fait qu'en maximiser l'expression. Je vais faire un bon café et je vais la servir comme on le fait avec son invité. J'ai un job à faire, un job simple. Tu veux du sucre ou du lait ? J'ai du lait d'avoine. Non, sans sucre, sans lait, merci. Mais le cookie, je veux bien. Je me retourne et apporte la tasse. Le cookie est sur la coupole qui soutient le tout. Je vais me servir une tasse à la va-vite. C'est alors que j'ai une révélation. Je lui sers une tasse en porcelaine dans les règles de l'art, et moi, je me sers un café froid dans une tasse bidon sans coupole et sans cookie. Cherchez l'erreur. Je vous le dis sans détour. Le jour où l'homme se traitera lui-même comme un être cher, le paradis reviendra sur terre. Je vous épargne quelques détails. Ce n'est pas moi qui l'ai embrassée, mais elle. J'étais bien trop tétanisé. Mon estime est du domaine des particules quantiques, invisibles. Je ne sais presque rien d'elle, même pas son prénom à ce stade. Elle connaît le mien, par l'intermédiaire du flic Raymond. Vient un moment où elle me demande si elle peut rester dormir. Je ne peux pas lui refuser. C'est moi qui ne veux pas rester dormir. Mais elle a l'air à l'aise. Dire que j'aime cette fille est peut-être grandiloquent. Mais si la vie nous avait laissé le temps, je suis certain qu'elle aurait été la femme de ma vie. Et que je lui aurais tout donné. C'est-à-dire peu sur le plan matériel. S'il vaut encore quelque chose, mon cœur. Mais peut-on donner plus que son cœur ici-bas ? Donc oui, je lui aurais tout donné. Je dois faire une pause dans le récit, les amis. Mes larmes sont si grosses que je vois flou. Je fais une pause et reviens dans 2 minutes. Si je ne poursuis pas ce récit, sachez que j'ai pris le bidon et les allumettes.
Oh, j'irai insulter la maison, j'irai maudire le malin. Je commencerai à mettre de l'essence partout, à commencer par la chambre. J'en mettrai dans la cuisine et le garde-manger, je ferai craquer l'allumette et tout brûlera. Tout doit brûler. J'ai besoin d'une pause. Bon, me revoilà. J'ai pleuré fort, en gémissant, recroquevillé, la tête dans les genoux. J'ai gémi comme un enfant au bord de la route par temps de pluie, avec son père mort à ses côtés. Enfin, vous voyez le tableau. Le père, c'est Dieu, l'enfant, c'est l'homme. Maintenant, il est temps de décrire le plus dur. Je prends un café. Pas qu'un peu, j'ai de la tachycardie. Quand on se couche, elle et moi, il est peut-être 1h du matin. Je suis épris de liberté. Je m'imagine déjà envoyer ma démission par la poste au matin. Je me dis que je vais me mettre au vert pour de bon, cultiver mon potager et me démerder comme ça. J'ai le cœur qui bat fort, qui bat de joie. Même si l'anxiété est toujours un peu là, en sourdine, tapie dans l'ombre, elle attend son heure. Mais je ne pense pas au pantin. J'oublie mes soucis. Je me mets sur le côté. Son visage endormi est éclairé par le poêle qui brûle derrière moi. Je commence à fermer les yeux. Mon corps relâche la pression. Ma mâchoire, qui me fait si mal, donne un peu de répit. Mon dos l'en remercie. Le lendemain, je me réveille seul. J'ai dormi profondément, car j'étais harassé. Je me redresse, fronce les sourcils. Je suis ensuqué, mais les affaires de la fille sont bien là. T'es en bas ? Aucune réponse. Je me lève, mets un caleçon et un t-shirt à la va-vite. Je descends l'échelle. Il fait frisquer. Personne dans la pièce du bas. Je vais dehors. Personne dans la clairière ou dans le sentier. Je jette un œil inquiet sur ma gauche vers l'endroit supposé du feu follet. Puis je me retourne pour faire face à la maison. J'y crois voir un visage, comme celui de l'arbre tordu, là où je gare ma voiture. La maison me regarde par les fenêtres. Je sens son aura maléfique, avec ardeur cette fois. Je respire fort par la bouche. Je commence à m'inquiéter. Je crois que la maison est jalouse. Je crois qu'il est arrivé quelque chose de mauvais à la fille. Je baisse les yeux. Je sens mon cœur qui frappe dans le torse. Alors, je la cherche partout. Dans la clairière et aux abords du bois. Dans le cabanon, un peu plus loin. Je ne trouve pas de traces dans la terre humide. Pas de traces. Et puis, je me dis qu'elle est toujours dans la maison. Je pense au grenier, bien sûr, dans lequel je ne suis pas vraiment allé. Le premier jour, j'ai juste jeté un œil, hors repérage. Dans le grenier, je n'ai vu que de l'obscurité et de la poussière. Des objets entassés. J'ai pas cherché plus loin. Alors, j'y retourne avec ma bougie. Une indescriptible sensation de mort m'envahit. Je dois y aller à 4 pattes, là où le toit s'incline. C'est ridicule de chercher quelqu'un dans des recoins, mais c'est ce que je fais. Parfois, je lâche un « Hé, t'es là ?» Mais vient un moment où je n'ose plus l'appeler. Je ne connais même pas son prénom sur l'instant. J'aimerais me dire que je l'ai imaginé en rêve, qu'elle a disparu au réveil. Je la cherche toute la journée, en vain. Je vais au bar, il est fermé. 2 types fument devant et l'un me dit « Marie n'est pas venue, elle répond pas au téléphone. » Je sais désormais son prénom. Ils veulent me faire la conversation, par curiosité, mais aussi un peu suspicieux. Comme si j'étais le coupable parfait, le nouveau gars qui vit isolé dans la maison des bois. Je m'éloigne, une fine pluie vient me glacer le visage, il y a un peu de brouillard. Soudain, je me sens encore plus mal. Mon oncle. Je n'ai même pas été sur sa tombe. C'est la moindre des choses quand vous héritez. Mais quel héritage! L'esprit vengeur de mon oncle rôde-t-il encore dans la maison?
Était-il déjà possédé de son vivant? Et c'est la maison qui l'a obligé à me léguer ce lieu maudit. Je suis bien obligé d'envisager tout ça. Quand j'arrive au cimetière, je me sens encore plus abattu. J'interroge le type de l'entrée qui lit la Gazette des Sports. Les verres de ses lunettes lui servent tout juste. Il est si penché qu'il touche presque le journal du nez, un nez en forme de fraise. Quand il relève la tête, je vois 2 énormes yeux globuleux grossis à la loupe. Je lâche un petit rire, pas tant parce qu'il me fait rire, mais à cause des nerfs. Bonjour, je cherche la tombe de Jean, alias Enrique. Il ne réagit pas tout de suite. Mon oncle n'aimait pas son prénom, Jean. Il préférait qu'on l'appelle Enrique. Il a l'air intellectuellement limité, le gars que j'ai en face. Sans doute un handicap léger. Il ne dit rien, consulte une archive et déclare tout de go « Il n'y a pas de Jean alias Enrique, il est enterré ici. Si vous faites référence au vieux de la Maison des Bois, il a été enterré là-bas. Dans la clairière. » Il rabaisse sa tête sans même me souhaiter une bonne journée, et je reste là, bouche bée. Je ferme les yeux. Ah, le con. Ah, l'idiot du village. Le feu follet près de la maison. Je cours à ma voiture, je dérape sur le pavé mouillé, il fait un temps de chien, direction la maison. Cette fois, je ne prends pas la peine de garer ma voiture au début du sentier. Je m'enfonce jusqu'à ce que le sentier disparaisse et que la progression devienne impossible. Je laisse la portière ouverte et je cours. Je n'ai pas oublié Marie, dont la disparition est avérée. Mais j'ai l'espoir stupide que le feu follet est la clé du mystère. Je veux savoir si mon oncle, Jean, alias Enrique, est mort de cause naturelle. Je passe au cabanon, j'y prends une pelle que j'avais vue le premier jour, et je cours jusqu'à l'endroit où j'ai vu le feu follet. Problème, il fait encore jour. Et je ne le vois pas. J'attends la nuit et j'espère qu'il sera là. J'installe une chaise, je mets une laine, j'ai des bougies et j'allume un feu. L'air est humide. Il menace de pleuvoir encore. Allez, allez! J'attends. Si longtemps. Le feu commence à baisser. Je suis fatigué, confus, anxieux. Je commence à piquer du nez. Mais le froid me maintient éveillé. Et là, comme un signe, une petite flamme. Éphémère. Elle ne brûle que 10 ou 15 secondes. Juste assez pour que je la voie et repère le cadavre. À moins de 10 mètres où j'ai installé ma chaise. J'y vais. Je pense d'abord à faire une prière. C'est ce qu'on ferait normalement. Mais quelque chose me dit de creuser. Je suis un pilleur de tombes par le plus grand des hasards. Je dois savoir. Je ne sais pas bien ce que je vais découvrir en pleine nuit. Je commence à creuser, mais j'arrête après quelques pelletées. L'odeur est extrêmement nauséabonde à cause des gaz, du sulfure d'hydrogène, du méthane, de la cadavérine et de la putrécine. Et mon oncle n'est plus qu'une pourriture intense, sucrée et âcre, qui imprègne durablement les narines et l'esprit. Je pense à du poisson mort, à Innsmouth de Lovecraft, à un dock insalubre. Oh, elle me hante cette odeur et me répugne à l'heure où j'écris. Je dois jeter mes habits. Je mets mon nez et ma bouche dans le creux de mon bras. À la faveur de la bougie, je distingue des larves. Je commence à tousser. Je m'éloigne et vomis, la main appuyée contre un arbre. Oh, quelle sotte idée! L'idée la plus sotte que j'ai jamais eue. Je reviens à la maison. Ah, qu'est-ce que j'espérais? Ce soir-là, je suis dans une noirceur d'esprit que je n'ai jamais ressentie jusque-là. Ça vente fort dehors. Je ne sais pas si c'est le souvenir de l'odeur de mon oncle, mais ça sent fort dans la maison. Je me dis d'abord que c'est un souvenir olfactif, une sorte d'hallucination ou de trauma des narines. D'ailleurs, je remets sérieusement en doute ma capacité à percevoir le réel depuis que je suis arrivé ici. Dans la chambre à coucher, ça sent encore plus fort.
Je m'en rends compte quand la fatigue devient trop grande et que je me mets au lit. Je m'endors un peu, mais je me réveille car l'odeur est trop ignoble. C'est pas vrai, me dis-je. Ah, ça empeste. Ah, quelque chose empeste ici. Et quand le vent souffle dehors, que l'air passe entre les planches de bois, c'est pire. Ça met l'odeur dans mon lit, comme un monstre sournois et invisible qui viendrait vous pourrir l'esprit, en passant par les narines. Vers 2 heures du matin, je n'en peux plus. Alors je respire à pleines narines. Je flaire comme un chien. Je crois que ça vient du mur près du lit. Ah, d'un côté il y a la pente du toit, de l'autre un mur à peu près droit. Et c'est ce mur qui sent, spécialement en un endroit. Je m'éloigne pour vérifier, ça sent bien plus fort en cet endroit, c'est certain. Alors je retourne au cabanon. Il fallait me voir. Pieds nus, une bougie dans la main, à marcher d'un pas rapide vers ce cabanon. Ma bougie s'éteint à cause du vent. Il commence à pleuvoir. Je fais demi-tour. Ah, quel imbécile. Dans le tiroir de la cuisine, je prends l'une des 3 lampes torches. Je suis un fou en germination. Je mets mes chaussures cette fois, sans chaussettes, je ressors en furie. Je trouve le cabanon. J'y prends la petite hache. Je reviens sans prendre la peine de refermer la porte. Je grimpe l'échelle. Je manque de me blesser le pied avec la hache. Je reprends à peine mon souffle et j'assène un premier coup dans le bois. Pac! La hache est si bien plantée que j'ai du mal à la défaire de là. J'hurle, me fait mal au dos, ce qui m'enrage encore plus. Je remets un coup plus violent. Je bouge le manche de droite à gauche pour ouvrir le bois. Oh, l'odeur est insupportable au 3e coup. Je regarde ici et là. Je vois un t-shirt gris posé près du lit. Je me le mets autour du nez et de la bouche. Je n'ose pas penser. Je m'acharne comme Jack Torrance dans Shining. Le bois commence à s'ouvrir. Je vois pas assez à l'intérieur. Il me faut de la lumière. Bon sang que ça pue. J'allume le poêle à bois. J'allume les 15 bougies dont je dispose à l'étage et je les rapproche toutes. Et quand je me remets en place pour frapper encore, la hache bien en main, je me fige. Là, dans la fente, je devine 2 yeux fixes qui me regardent. Et le début d'un nez. J'écarquille les yeux. De ma bouche sort un petit cri étouffé. Je commence à trembler. Mais je parviens à saisir l'une des bougies. Je la rapproche du mur, et là, mesdames, messieurs, entre les planches de bois fendu, un visage en putréfaction, gonflé et de couleur verdâtre. C'est Marie, aucun doute. Je recule, lâche la bougie qui s'éteint. Je déglutis, tourne de l'œil. Je perds l'équilibre et tombe en arrière. Je me rattrape comme je peux, me cogne la tête contre le sol. Au secours! Au secours! J'ai le souffle coupé. Puis, ça sort. Au secours! Au secours! Je rampe jusqu'à l'échelle. Le t-shirt autour de mon visage se détache. L'odeur de la mort est si nauséabonde que j'ai l'impression que c'est un être vivant. Ah, je pleure. Je saisis l'échelle et descends maladroitement. Je me foule une cheville arrivé en bas. Je chiale comme un gosse et je n'arrête pas de crier. Au secours! Au secours! Me voilà dehors, une lampe torche dans la main. Je cours chercher de l'aide. Je ne me dis pas que les flics vont me coffrer, que je n'ai aucun alibi, que tout me pointe du doigt. Je ne sais pas si c'est à cause de mon état mental, mais je me perds et je ne retrouve pas mon auto. Ma voiture, ma moche voiture, j'ai dû prendre la direction opposée. Je me perds dans les bois de nuit. Heureusement, j'ai mes chaussures. Je suis parti sous l'effet de la panique. Ah mon Dieu. Marie a été emburée. Vient un moment où je comprends que la forêt doit aussi être hantée. Je reviens sur mes pas, demi-tour, et je ne retrouve que la maison. Cette maison! Je commence à me sentir prisonnier de ce lieu. Je vais devoir enterrer le corps dans le jardin.
Encore un feu follet à venir. Quand je me retrouve devant la maison, qui n'est pas spécialement éclairée, et que je n'aurais pas dû retrouver en pleine nuit, même avec une lampe torche, je me dis qu'elle a un pouvoir magique et pernicieux. Peut-être qu'elle a déjà pris possession de moi, et qu'il est légitime de se demander si c'est moi qui ai tué la fille, si je suis fou, un weirdo, un dangereux psychopathe. Allez savoir si un jour elle ne va pas se refermer sur moi, cette maison. Les fenêtres et la porte vont se refermer avec moi à l'intérieur, et plus personne pourra en sortir. Et alors moi aussi je serai pourrissant et enfermé. Je sens que je vais cesser de m'alimenter, que les objets vont se mettre à parler. Je sens que la folie est entrée dans ma vie, comme les Grecs dans Troie. Je regarde en direction du cabanon, plus loin. Je devrais m'installer dans le cabanon, y installer une table et une chaise, et j'espère que l'écriture m'aidera. Je me rattache à ce que je peux. Ce soir-là, je dors à même le cabanon, et ce matin, je vais jusqu'à ma voiture. Mes pneus sont crevés. La voiture ne démarre pas. Je mets mes mains dans mes cheveux. Je veux m'arracher la peau. Je sors le bidon d'essence dans le coffre et je reviens au cabanon. Je commence à insulter la maison à haute voix, d'abord timidement, puis bien fort, comme le ferait un fou. La colère prend le dessus. Je commence le récit de mes mésaventures. J'espère que quelqu'un lira ces lignes. J'aimerais terminer sur une note lumineuse. C'est ma seule manière de combattre les ténèbres qui hantent ces lieux. Je sais que la lumière, même infime, peut fendre les ténèbres et résonner pour l'éternité. Alors voilà ce que je veux vous dire avant de prendre le bidon d'essence. Ne cherchez pas à vous définir. Vous êtes déjà parfait. Vous êtes au-delà de toute description. Vivez, car la vie dure 3 jours. 3 jours. Si on vous demande qui vous êtes, ou ce que vous faites dans la vie, répondez aimablement, mais n'oubliez pas que la seule réponse est « Je suis ». Point à la ligne. Et quand votre heure viendra, rappelez-vous que même l'horreur finit par passer. Je regarde mes mains à présent. Elles sont fripées comme celles d'un vieux fermier. Adieu mes amis. Je n'ai plus la force d'écrire. L'agent Raymond repose lentement le carnet sur la petite table en bois. Il enquête sur la disparition de Marie Dumont, la serveuse du bar. Il a prévu d'interroger le jeune type de la maison des bois. Il a vu la fumée, puis il a senti l'odeur. Le cabanon doit faire 3 mètres par 4. Le toit n'est pas très haut, bien sûr. Juste une table en bois, mal agencée, une bougie engluée dans la cire, une chaise en bois et en paille. Ça sent encore le café. La cafetière italienne, autrefois rouge, siège sur le minuscule poêle à bois. Le policier regarde dans la tasse. C'est noir. On ne distingue pas s'il y a un sucre dedans. Il y a une atmosphère de profonde tristesse. L'agent pose une main sur son cœur. Il flanche un peu, rétracte ses lèvres. Sur une étagère, un pantin, assis. Il regarde l'objet, sent une pointe de dégoût et détourne la tête. Oh, il n'y a rien ici. À part ce carnet, peut-être. Faudra voir. Son intuition de flic lui dit qu'il arrive trop tard. Il ressort. Un vent fait bouger des feuilles au sol. Une corneille passe. Il fait quelques pas et sursaute. La porte du cabanon vient de claquer. Il se retourne. Elle est fermée, encore qu'elle tape un peu contre le cadre au gré du vent. Il regarde dans les cimes des arbres, par-delà les cimes, un ciel gris, noir en certains points. Il menace de pleuvoir. Il reprend la marche, cherche du regard, et puis il comprend pourquoi ça sent brûler. Un peu de vent apporte l'odeur jusqu'à lui. Il plisse les yeux, tente de percer la série de sapins. Il croit voir un amas noir au loin.
Il marche dans cette direction. Ses pas sont lourds, comme si son corps veut freiner, au point de dilater le temps et de finir par ne plus bouger du tout. Il sait qu'il se dirige vers un cimetière à ciel ouvert. Il la voit finalement, derrière un tronc large jonché d'épines. Des écorces d'arbres ont noirci à cause de l'incendie. Et là, le fumier, les décombres. Il fait un pas de plus, bouche bée, s'arrête net. Il y a ce qui semble être un corps calciné ici. Non, deux corps. On dirait qu'il s'enlace. L'agent déglutit, ôte lentement sa casquette. Il veut soutenir un peu le regard, mais ses yeux s'imbibent de larmes. Il baisse un peu la tête, ferme les yeux et commence à prier.